Merci Karim, bonjour à tous et bienvenue. Donc, comme le disait Karim, je m'appelle Jean-Noël Tison et je suis chef des ventes chez IFM. Donc, je vais vous présenter juste après qui est IFM et puis je suis accompagné de Samuel Gillette. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc moi, je suis en charge des solutions dites Industrie 4.0 pour IFM sur la France. Voilà. Alors IFM, comme on est un peu connu, mais tout le monde ne nous connaît pas malgré tout. Donc IFM, en fait, on est une société allemande à la base qui est née il y a 50 ans, puisqu'on fête nos 50 ans cette année, donc qui emploie autour de 7000 personnes dans le monde. On frôle le milliard d'euros de chiffre d'affaires et on pense l'atteindre l'année prochaine au niveau international. Donc c'est plus de 80 filiales à peu près à travers le monde. Et on est spécialisé dans les solutions d'automatisme. Donc notre métier de base à l'origine, c'était de faire du capteur et des solutions de détection. Et puis on va le voir sur la diapo d'après. Aujourd'hui, IFM, c'est beaucoup d'autres choses et on remonte même jusqu'à des solutions logicielles puisque notre patron qui est un des fils des fondateurs, puisque c'est une société familiale, eh bien notre patron a la conviction qu'il faut beaucoup investir dans la partie logicielle parce que les capteurs remontent de plus en plus de données et il faut les mettre à disposition. Donc c'est aussi ce qu'on va voir aujourd'hui. Le thème, c'est comment collecter, remonter et exploiter des données qui viennent du terrain, parce que dans la maintenance industrielle aujourd'hui, c'est important. Et quand on parle industrie 4.0 ou industrie du futur, bien évidemment, ça va être très intéressant d'exploiter tout un tas d'infos qu'on a maintenant de disponibles sur le terrain. Et vous allez voir comment on va pouvoir les rendre disponibles. Donc, juste une photo, alors je ne vais pas la détailler parce qu'il y a beaucoup de petits icônes, c'est juste pour présenter qui est IFM. Donc IFM à l'origine, c'est une société, comme je le disais, qui était spécialisée dans le domaine de la détection à l'origine de position, avec des capteurs, comme on appelle des capteurs inductifs qui ont remplacé les fins de course mécaniques, des cellules optiques, des fins de course de vérin, des capteurs capacitifs. Donc on est toujours bien évidemment très orienté détection chez IFM, mais on est allé beaucoup plus loin. Maintenant on fait de l'instrumentation depuis une vingtaine d'années déjà, donc tout ce qui est niveau, pression, débit, température, on sait faire. On a des solutions de câblage, donc on a les solutions de câblage de réseau dit ASI, qui est une interface de câblage qui permet de, on va dire, connecter à moindre coût les capteurs et les actionneurs sur le terrain, avec des milieux de prédilection comme l'agroalimentaire, l'industrie céréalière, où on vend beaucoup ce genre de système. Et puis on a aussi toute une partie solutions, et on le verra un petit peu plus en détail tout à l'heure avec Samuel, mais donc dans les solutions, IFM, ça va être de la RFID, donc la radiofréquence pour remonter de la traçabilité, ça va être de la vision, ça va être des choses comme des automates pour engins mobiles, donc la gamme est très très vaste. En fait, on peut résumer le tout. IFM est un spécialiste de la détection et de l'exploitation des données qui viennent du terrain. Voilà. Donc, pour rentrer dans la conférence d'aujourd'hui un petit peu plus en détail, aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à tout ce qui est maintenance industrielle et lié à tout ce qui est information et remontée d'informations. Donc bien évidemment, aujourd'hui, les enjeux de la maintenance industrielle, c'est d'aider à faire du diagnostic sur les machines. Donc il y en a déjà un peu, mais on va voir qu'on peut largement l'améliorer. Et donc le but, c'est de pouvoir mettre aussi à disposition, ça va être un des objectifs et un des thèmes de la conférence, de vous mettre à disposition sur des tableaux de bord, et ça sera la partie dont vous parlera Samuel tout à l'heure, ces informations qui viennent du terrain. Bien évidemment, le tout dans l'idée d'augmenter la disponibilité des équipements, puisque dans la maintenance industrielle, un des enjeux, comme le disait Karim tout à l'heure, c'est bien évidemment de pouvoir faire en sorte que les équipements soient disponibles le maximum du temps. Donc anticiper des pannes, ça va être une partie de l'aide et de la collaboration qu'on va pouvoir apporter. Donc pour
illustrer ça, je ne vais pas vous représenter ça en détail parce que vous connaissez. On est parti dans la maintenance au départ à de la maintenance curative. On a évolué et on fait toujours les deux, mais on a fait de plus en plus de maintenance préventive. Aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de maintenance on va dire préventive conditionnelle, puisque c'est quand même quelque chose qui va nous aider justement à anticiper des pannes et augmenter la disponibilité des machines. Donc dans ce dont on va parler aujourd'hui, IO-Link et puis tout ce qui est collecte de données, on va justement illustrer le fait qu'on peut diminuer le nombre d'arrêts, qu'on peut optimiser le stockage des pièces de rechange avec des solutions logicielles. On peut diminuer les coûts. Bien évidemment, si on a moins de panne, on va diminuer les coûts d'exploitation des machines. Et on va optimiser l'actif engagé, c'est-à-dire l'actif de ces machines. Et puis, il y a une partie qu'on ne traitera pas, nous, aujourd'hui, parce que ce n'est pas, je dirais, l'objet d'IFM, mais Julien Bord, qui interviendra après nous avec Dinae, ira un peu dans ce sens de ce que demain peut être la maintenance préventive prévisionnelle. Hein. J'ai bien rectifié, parce qu'au tout départ, j'avais fourché, j'avais utilisé le mauvais terme prédictif, parce que c'est une présentation en anglais. C'est pour la petite blague. Voilà. Donc, quelques possibilités que va proposer IFM aujourd'hui pour répondre à ces enjeux d'augmenter la maintenance préventive conditionnelle. Ça va être de digitaliser les équipements. Donc, on va le voir juste après avec la technologie IO-Link. Ça va être de connaître aussi l'état des machines stratégiques. Et là, IFM Electronics propose également de l'analyse vibratoire et de la remontée de données diagnostiques pour surveiller les machines tournantes stratégiques en particulier. Donc je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Ça va être bien évidemment de diffuser ces données. Donc là, on a avec des passerelles qui vont pouvoir remonter les données du terrain, on va pouvoir remonter ça vers des systèmes supérieurs. On va pouvoir archiver ces données. Donc là, on verra tout à l'heure avec Samuel comment, à l'aide de bases de données et de logiciels, les valoriser bien évidemment avec des logiciels de monitoring et puis informer la maintenance. Donc là, on peut aller aujourd'hui jusque-là, c'est pour ça que le titre de la conférence s'appelle du Smart Sensor jusqu'à l'ERP, puisqu'on a des passerelles, et on en parlera rapidement tout à l'heure, des connecteurs qui permettent de pouvoir faire en sorte de connecter le capteur jusqu'à l'ERP par le biais de systèmes logiciels qui vont permettre éventuellement de générer des ordres de réparation, des ordres de maintenance, voire même des commandes de pièces de rechange. Voilà, donc on va pouvoir planifier ces interventions grâce à ça. Donc la première partie que je vais traiter, donc, qui est la partie IO-Link. Donc je ne sais pas qui d'entre vous a déjà entendu parler d'IO-Link, mais on n'est pas les seuls à en parler chez IFM. Alors, qu'est-ce que c'est IO-Link ? D'abord, c'est une première technologie qui est normalisée et qui est commune à un certain nombre de fabricants. On le verra sur la diapo d'après. Il y a plusieurs dizaines de fabricants à travers le monde qui ont établi un système de communication d'entrée-sortie qui va permettre de dialoguer avec les capteurs et les actionneurs. Ensuite, c'est une liaison point à point, donc on ne parle pas d'IO-Link en tant que réseau, hein, c'est juste le fait d'avoir mis dans les capteurs un port de communication, et ce port de communication permet d'avoir une communication qui va être, d'ailleurs on le voit après, bidirectionnelle, qui permet de faire en sorte de remonter des données des capteurs et des actionneurs vers les systèmes supérieurs, mais aussi des systèmes supérieurs de redescendre vers les capteurs et les actionneurs pour faire des commandes vers ceux-ci. Donc c'est un des points aussi intéressants, que c'est une communication point à point qui utilise le même câblage que le câblage traditionnel. On n'a pas de capteur particulier, on n'a pas d'actionneur particulier et de câblage différent. On va retrouver ça sous le même câblage habituel et entre guillemets l'information IO-Link, qui est une information numérique, va se superposer aux sorties signal habituelles. Et donc, ce qui est important, c'est que comme IO-Link est un standard maintenant reconnu au niveau mondial, tous les matériels vont bien sûr être interopérables entre les différents fabricants qu'on va voir juste après. Et
pour finir, c'est une technologie indépendante des bus de terrain habituels, et même on va voir que ça s'interface avec les solutions traditionnelles du marché, puisque IO-Link va s'interfacer avec du Profinet, avec de l'Ethernet, avec de l'Ether4, des systèmes de communication qu'on retrouve généralement dans l'industrie classique. Donc là, on a un petit synoptique de ce que peut être IO-Link. Donc juste pour schématiser, on va avoir... j'ai un petit problème de câble. Oui, pour illustrer. Donc on va avoir la possibilité de s'interfacer avec des automates, puisqu'il y a des automates qui ont des cartes d'entrée-sortie IO-Link. On va pouvoir s'interfacer avec des capteurs et des actionneurs au niveau du terrain. Donc là, on le voit. Ici, c'est des capteurs. Ici, ça peut être des électrovannes et des choses comme ça. Ça peut être aussi des moteurs. Donc, en gros, l'idée, c'est d'avoir, entre l'automate ou entre les systèmes supérieurs, des blocs d'interface qui vont permettre de traduire les données numériques des capteurs et des actionneurs IO-Link et qui vont permettre de les remonter jusqu'à l'automate, voire jusqu'à l'ERP, comme je disais tout à l'heure. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, comme on a des petits outils de démo à l'extérieur de la salle, il y a schématisé directement en live plutôt que sur un dessin. Vous pourrez voir ce qu'est une architecture IO-Link en réel, et je vous invite aux pauses à pouvoir le découvrir avec nous. Donc, qui est IO-Link ? Comme je vous disais, c'est quelque chose qui est standard au niveau du terrain à l'international. Et donc, on va retrouver des fabricants de capteurs, déjà. Tous les fabricants de capteurs principaux, là, j'ai mis le logo d'un certain nombre que vous retrouvez dans vos installations industrielles. Donc, des gens comme SICK, des gens comme Turk qui font des capteurs comme nous, des gens comme Pils qui sont dans la sécurité, des gens comme Keyence qui sont pas mal dans l'optique et la vision, des gens comme Schneer dans la sécurité aussi. Donc ça, c'est pour la partie capteur. Donc tous ces gens-là sont dans le consortium IO-Link et proposent des composants IO-Link pour pouvoir dialoguer justement avec les capteurs et les actionneurs. Il y a aussi des fabricants de solutions de connexion comme Mur Électronique ou Phoenix Contact qui ont des interfaces de câblage IO-Link. Il y a des fabricants d'instrumentation. Donc là, instrumentation, quand je parle d'instrumentation, c'est tout ce qui est paramètres, niveau, pression, débit, température, conductivimètre, etc. Donc vous voyez des noms qu'on retrouve comme André Sauser, Burkert, Krohn, qui sont des pros de l'instrumentation, et bien sûr IFM aussi. Les fabricants de systèmes d'actionneurs, donc on a les fabricants de moteurs comme Lenz qui en font partie, les fabricants de vannes comme Gemu. Et puis aussi, ça ne marcherait pas sans, tous les fabricants principaux que nous on retrouve dans le matériel industriel, que sont Asco Pneumatics, Festo, SMC Pneumatique ou Avantix, ex-Bosch, qui sont aussi dans le consortium. Donc vous voyez déjà, vous voulez faire un automatisme avec des composants IO-Link, à peu près vous retrouvez tout ce qu'il faut. Il y a tous les composants et toutes les marques principales qui ont des composants. Je termine par le système de préhension qui aussi aujourd'hui sont dotés de technologies IO-Link, des gens comme Schmalz ou Piab. Et puis des fabricants d'automates, évidemment c'est pareil, on ne pourrait pas faire sans eux. Donc les grands noms comme Siemens, Schneider et Rockwell y sont. Et puis les automatismes de drive plutôt et de motion que sont Beckhoff ou B+R. Donc tous ces gens-là sont dans le consortium. Et puis on commence à retrouver aussi des fabricants de machines comme Heidelberg, comme Amada, qui fait des plieuses, des presses, etc. Donc vous voyez que ce consortium est large et s'étend d'année en année pour avoir des solutions de remontée de données numériques du terrain. Alors qu'est-ce que va permettre IO-Link pour la maintenance ? Surtout ça va être d'améliorer le diagnostic. Donc on va donner des informations de diagnostic qui vont être sur l'état des composants. Le composant est disponible ou n'est pas disponible. Comme il est communicant, il communique en permanence avec les systèmes supérieurs et il donne l'état du capteur. On va pouvoir surveiller des dérives. Par exemple, j'ai des capteurs de position où je sais exactement la position de la pièce qui va être en face. Et si cette distance dérive, je vais pouvoir traduire des jeux mécaniques. Donc,
quelque part, le fait d'avoir l'information numérique en permanence va nous aider à analyser au fur et à mesure du temps une évolution des données de capteurs et traduire peut-être en acte de maintenance en se disant tiens, j'ai une dérive mécanique, je peux peut-être regarder sur ma machine s'il n'y a pas une panne entre guillemets qui se préfigure à cause de cette dérive. Je vais pouvoir aussi répertorier des événements anormaux, comme des pics de pression, des pics de température. Donc ça, c'est des données qui avant ne pouvaient pas remonter, parce qu'il aurait fallu autant de sorties, on va dire, proportionnelles, 420 mA ou 0,10 volts sur les capteurs, ça aurait saturé les entrées d'automates et ça aurait fait un surcoût énorme au niveau du coût de l'acquisition de ces informations. Là, aujourd'hui, tout remontant par un télégramme numérique, eh bien, toutes ces données-là sont mises à disposition automatiquement, sans surcoût de câblage et sans surcoût au niveau du matériel. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir exploiter beaucoup plus d'infos de diagnostic. On va récupérer des temps de fonctionnement, on va récupérer des défauts d'alimentation du capteur, hein, on appelle ça défaut de fil coupé. Et puis on va pouvoir aussi reconnaître si le matériel qui est mis en place, c'est le bon matériel, puisque quelque part il a un identifiant, et cet identifiant, on va pouvoir le repérer avec l'automatisme. Et puis, si l'appareil n'est pas utilisé dans les bonnes plages, on va pouvoir le repérer aussi. Donc, j'ai pris un exemple là de capteur de position de vanne qu'on développe chez IFM. Donc, ce capteur va nous donner, par exemple, du diagnostic supplémentaire, puisque sur un capteur de position qui va faire juste la position ouverte et fermée, on va pouvoir augmenter les informations de diagnostic en ayant par exemple le nombre de manœuvres de la vanne. Souvent pour la maintenance et faire du préventif sur les vannes, eh bien, ça va être une traduction, le nombre de manœuvres de il faut que j'intervienne au bout de X temps. Alors qu'autrement, on sait rarement depuis combien de temps la vanne est mise en service. Donc ça va être une possibilité. Une deuxième possibilité avec le capteur, avec l'intelligence IO-Link intégrée, ça va être de surveiller le temps d'ouverture, par exemple, de la vanne. Donc pour aller de la position ouverte à la position fermée, eh bien, on va pouvoir faire en sorte de surveiller ce temps-là et se dire, tiens, si je le dépasse, peut-être que mon actionneur il faiblit, peut-être que j'ai un défaut d'air comprimé et moins de pêche pour pouvoir ouvrir et fermer ma vanne, et je peux aller au-delà de dysfonctionnement. Et puis enfin, ce qui va pouvoir intéresser les gens dans la maintenance des vannes, par exemple avec IO-Link, c'est le fait de surveiller l'usure des joints ou des obstructions, par exemple au niveau de la fermeture de la vanne. Donc là, pareil, le capteur étant numérique, on va surveiller au dixième de degré près le côté positionnement du papillon, par exemple, qui va fermer la vanne. Et donc, on va pouvoir savoir si on est dans une zone où on a un risque de fuite. On est réputé être fermé, mais on n'est pas super bien fermé. Eh bien, IO-Link va apporter ce genre de diagnostic supplémentaire pour anticiper d'éventuelles fuites ou d'éventuelles contaminations qui coûteraient cher à l'entreprise. Donc voilà, c'est des exemples de diagnostics qui peuvent aider la maintenance à anticiper des pannes. Donc c'est aussi une aide sur tout ce qui est paramétrage automatique des composants, puisque le fait qu'on ait une intelligence dans le capteur, mais aussi dans une interface dont on parlera après, eh bien, ça va permettre de mémoriser toutes les données de paramétrage du capteur et de les sauvegarder. Donc si en maintenance vous changez des composants qui sont IO-Link, capteur ou actionneur, peu importe, eh bien, vous pourrez automatiquement retrouver la configuration en backup et faire en sorte que votre capteur ou votre actionnaire il reprenne la même configuration que le précédent. Donc un temps et des erreurs en maintenance qui sont largement optimisées, puisqu'il n'y a plus de risque d'erreur et il n'y a plus de doc entre guillemets à reprendre pour pouvoir établir ça. On va augmenter la flexibilité des machines aussi avec IO-Link, puisque comme je disais, c'est bidirectionnel le fait d'être en IO-Link. On peut remonter de la data, mais on peut en redescendre. Et bien à tout moment, si j'ai un changement d'outil ou un changement de fabrication, je vais pouvoir reprogrammer tous mes capteurs et mes actionneurs en temps réel grâce à l'automatisme. Il suffit de le préparer et de l'activer au moment où je sais que je change de production.
On va pouvoir remonter plus de données, bien évidemment, pour alimenter des bases de données et faire en sorte demain d'aller, comme on disait, vers la maintenance préventive prévisionnelle. Et donc, à partir de ce moment-là, des gens comme Dinae qui interviendra après nous, Dinae avec sa maison mère Clemcy, il vous en parlera Julien tout à l'heure, peut vous proposer des solutions d'agrégation de données et d'interprétation pour faire des modèles et faire en sorte de faire de la maintenance prévisionnelle pour encore en plus anticiper les pannes. Et puis aussi, pour finir sur IO-Link, ce qu'il faut savoir, ce qui peut être intéressant, c'est le fait de dire on a plus de données, mais on n'alourdit pas forcément les automatismes parce qu'il y a des données qui remontent avec IO-Link en cyclique, mais il y a aussi des données qui remontent en acyclique. En gros, ça veut dire que les données classiques comme un capteur de pression et sa pression vont remonter de manière native en cyclique à chaque cycle d'automate. Par contre, des données de défaut, c'est vous qui allez faire des requêtes pour aller interroger la nature du défaut. Je ne vais pas alourdir mon automatisme, je ne vais pas alourdir et on va dire rendre plus lent mon automatisme parce que j'ai plus de données. Les données, je vais aller les chercher quand elles vont m'intéresser d'aller les chercher. Donc c'est aussi ça la puissance du système. Voilà. Donc sinon, pour finir, on va aussi, grâce à IO-Link, passer à l'ère du numérique par rapport au capteur proportionnel. Donc là, on va passer de capteurs analogiques à des capteurs numériques, sachant que les ports numériques d'un boîtier d'interface IO-Link vont coûter moins cher que généralement les entrées analogiques des automates. Et puis comme on n'a plus de conversion analogique digitale dans le capteur ni sur l'automate, eh bien on va être plus précis, on ne va plus avoir besoin de calculer des boucles et des erreurs de boucles quand on fait de l'instrumentation, par exemple dans l'industrie agroalimentaire, où on cherche à calculer l'erreur et à faire souvent des étalonnages chaque année. Eh bien là, on va éviter tout ce genre de choses. Voilà. Donc, je vous ai mis pour finir sur IO-Link tout un panel de produits qu'on peut retrouver déjà, qui ne sont pas que chez IFM, bien sûr. Donc, tout ce qui est capteur de position, inductif, optique, capacitif et ultrason, ça existe déjà en IO-Link. De la RFID, ça existe déjà en IO-Link. Des fusibles intelligents, j'arrivais pas à relire, des afficheurs, des colonnes lumineuses IO-Link qui sont pilotables à souhait en temps réel, de l'instrumentation, on parlait de débit, pression, température, niveau, conductivité, tout ça, ça existe en IO-Link aujourd'hui. Des îlots de distribution pneumatique, c'est utile pour les automatismes de l'industrie manufacturière et des autres industries. Des préhenseurs, des vannes proportionnelles ou des vannes tout ou rien d'ailleurs, et puis des blocs communicants. Donc ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est pour vous dire, je dois faire une machine ou un automatisme en industrie, je peux pratiquement tout trouver en composant IO-Link qui existe déjà sur le marché, sur le panel des 200 fournisseurs dont j'ai parlé au tout départ. Voilà, et quant à l'offre IFM, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à plutôt aller la voir quand on sera en pause, mais vous avez un panel ici qui va du bloc communicant jusqu'à tout ce qui est capteur, afficheur, fusible justement dont je parlais tout à l'heure, RFID. Voilà pour la partie IO-Link. Donc j'ai une partie rapide, mais je vais passer très rapidement parce que le temps avance et je suis pratiquement à la fin de mon temps à moi pour laisser du temps à Samuel. Donc il y a une autre partie qu'on expose, c'est pareil, je vous invite à la voir plus en détail plutôt que de vous en parler pendant des heures. C'est tout ce qui est surveillance vibratoire sur les machines tournantes. Donc en gros, on va IFM et aussi Dinae ici présent, aller chez les industriels proposer des solutions de suivi vibratoire sur les machines stratégiques tournantes.
Donc souvent des broyeurs, des ventilateurs, des moteurs, des grosses pompes, des compresseurs, où là, on va se proposer de faire de l'instrumentation online, donc de suivre en permanence des équipements pour voir des dérives sur des roulements, sur des alignements, sur des ruptures d'engrainement, etc. Donc l'idée étant de vous aider à faire un diagnostic avant effectivement que la panne ne puisse arriver. Donc c'est pour ça que je parle d'équipements stratégiques, parce que généralement les équipements qui méritent d'être suivis en continu, c'est plutôt les équipements qui sont unitaires dans une usine et qui vont faire que si cette machine-là s'arrête, on va avoir un goulot d'étranglement et des arrêts de prod ou des coûts de maintenance énormes. Donc IFM fournit le matériel et on a fait un partenariat avec Dinae depuis maintenant 2 ans qui nous permet de faire aussi de la prestation de service. Donc l'expertise de Dinae dans l'analyse des sources de panne machine. Et puis Dinae va aussi apporter avec nous du service, de la mise en service, du paramétrage et tout l'accompagnement qui est nécessaire pour l'industriel qui n'a pas de ressources. Donc juste... Comme mon temps m'est compté, je vais vous passer rapidement les diapos, le but étant pas de détailler, mais IFM va pouvoir traiter dans le domaine d'analyse vibratoire, soit de surveillance de vibration globale, donc ça peut suffire sur de la ventilation et des choses simples, il y a des matériels simples qui vont permettre de le faire, ou de la maintenance préventive conditionnelle, là avec des boîtiers de traitement électronique et des accéléromètres qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin et de faire de l'analyse spectrale. Donc, surveillance de vibration globale, ce qui est intéressant, bon là je pars détailler faute de temps, mais c'est quelque chose d'économique, de facile à mettre en œuvre et de fiable. Donc en gros, on va surveiller les accélérations qu'il y a sur la machine suivant... je passe à cette diapo-là, suivant la norme E10 816 ou suivant le type d'équipement, la façon dont il est fixé et un certain nombre de données comme la puissance, eh bien on sait les niveaux de vibration à partir duquel la machine est dans un état où on a des risques de dégradation avancés. Donc en fait, il va être simplement utile de regarder ce type de tableau et de programmer l'accéléromètre pour qu'il puisse faire son diagnostic de vibration globale de la machine. Et puis ensuite, donc IFM pour ça offre quelques boîtiers différents qui vont permettre de programmer des seuils directement dessus et de faire de la visu de surveillance vibratoire globale. Et puis donc sinon pour la maintenance préventive conditionnelle, donc là on va avoir plutôt comme je disais tout à l'heure, on le verra sur les maquettes en dehors, donc un accéléromètre et un boîtier de traitement là qui cette fois-ci vont permettre de programmer en fait des programmes de suivi sur des roulements, sur du déséquilibre, sur des différences d'alignement, enfin des ruptures d'engrainement, etc. Donc on va pouvoir programmer des choses qui vont être surveillées en temps réel. Et là où ça se connecte à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait que toutes ces données, on va pouvoir les récupérer ensuite à disposition sur des logiciels de suivi et de monitoring dont parlera Samuel derrière. Voilà. Donc ça, c'était juste pour illustrer qu'on peut faire de la surveillance de machines-outils, mais c'est un des exemples. Les électrobroches étant un élément sensible dans la mécanique, on s'est fait une spécialité de suivre les électrobroches sur les machines-outils qui sont à l'origine, je dirais, de la non-productivité des machines-outils. Mais là, je ne vais pas détailler. De toute façon, ce sera mis à disposition sur le site. Vous pourrez retrouver cette présentation. C'est déjà en place en plus. Voilà, donc là je passe vite. Et donc pour illustrer tout ça, donc IFM Électronique propose, comme on le voit là, des accéléromètres de différentes factures pour aller en zone ATEX ou non ATEX et des boîtiers électroniques communicants ou non communicants. Donc je vous invite, si vous avez des questions, à venir nous voir à la pause. On répondra bien évidemment à toutes vos questions. Et je passe la parole à Samuel parce que j'ai pris beaucoup de temps. Voilà, merci Jean-Noël. Il est intarissable sur les solutions IFM. Donc je vais devoir faire très vite. Pour commencer, donc,
comme je vous l'ai dit en présentation, moi je m'occupe plutôt des solutions logicielles proposées par IFM. Et avant de parler de ces solutions, j'ai voulu reprendre des architectures que vous devez connaître et que vous devez voir de manière très standard sur Internet ou dans vos cours. Et je ne vais pas vous faire un cours, je vous rassure, où on a les différents étages, les différentes couches qui sont ici détaillées par l'IoT World Forum, où en commençant par le bas, on a bien sûr les équipements physiques, donc les capteurs et ce genre de choses, actionneurs, ce qu'on appelle l'IoT, donc c'est le fameux Think, le fameux T de IoT. À l'étage supérieur, on a la partie connectivité, donc pour récupérer ces informations et pouvoir les diffuser aux étages supérieurs. À cet étage numéro 3, on a le calcul périphérique, ou ce qu'on appelle le edge computing en anglais. Désolé, c'est toujours des termes couramment utilisés. Donc pour faire du calcul local, c'est ce que l'on fait justement avec nos boîtiers d'analyse vibratoire. À l'étage supérieur, c'est le côté stockage de données. Puis le côté abstraction, c'est-à-dire agrégation de données et puis accès à ces différentes informations. Pour ensuite arriver à l'étage application, donc pour faire de l'analyse, du contrôle, du reporting. Et enfin, le dernier étage de la fusée, c'est la partie collaboration des procédés où on va s'échanger ces données entre différents systèmes. Donc ça implique évidemment l'humain et l'ordonnancement des processus. Donc, ce que l'on peut voir ici à ce niveau-là, cette couche numéro 4, mais enfin bon, on peut la positionner entre de la 3 à la 5, ça dépend comment on découpe tout ça. On a vraiment la séparation entre le monde OT, le monde industriel, et le monde IT, le monde informatique, pour résumer. Ensuite, on a d'un côté les systèmes basés sur des événements et à l'étage supérieur dans le monde informatique, plutôt basés sur des requêtes. Et enfin, pour finir, sur la couche basse, dans le monde industriel, on est dans le temps réel, alors que dans le monde informatique, on n'est plus dans le temps réel au sens automatisme du terme. Alors, pour reprendre cette présentation très générique, je l'ai superposée avec notre stratégie IFM et notre représentation du monde de l'industrie d'aujourd'hui. Donc sur la couche basse, on retrouve nos fameux capteurs IO-Link qu'a détaillé Jean-Noël et aussi un accéléromètre ici sur la gauche, en bas, pour les mesures vibratoires. Donc ça, c'est la couche 1 de tout à l'heure. Sur la couche supérieure, on retrouve nos concentrateurs, nos matériels d'analyse vibratoire. Donc on a à la fois du edge computing et en même temps des solutions de concaténation et de concentration des données, pour ensuite les diffuser aux étages supérieurs, donc avec ce que l'on appelle chez nous la voie en Y, c'est-à-dire à la fois la possibilité de remonter ces informations sur le monde de l'automatisme, mais également de remonter ces informations dans le monde de l'IT. Donc on peut choisir l'une des deux voies ou les deux en même temps, tout est possible. Mais ce qui est important, c'est de bien voir qu'on a cette double communication sur cet étage qu'on appelle les smart devices. À l'étage supérieur, donc là on est passé dans le monde informatique, on est passé dans le monde de l'IT, on est sur des serveurs, sur des plateformes informatiques. Donc on a à la fois la collecte des données dans ce monde informatique, à la fois le monde applicatif avec l'exploitation et le traitement de ces données, donc sur différents modules. Donc on a une application qui s'appelle le Smart Observer pour tout ce qui concerne la maintenance et donc la maintenance préventive conditionnelle. Ensuite, on a d'autres applications comme dédiées à des métiers ou à des fonctionnalités comme la gestion des énergies, de la qualité, de la traçabilité et du TRS. Donc sur cet étage-là, on cumule également le côté enregistrement des données, le côté stockage, avec l'enregistrement de toutes les informations qui viennent du terrain, qui sont collectées du terrain pour les exploiter. L'étage supérieur, on a, j'ai mis en anglais, donc c'est bien prédictive. Et donc on a la partie prévisionnelle, alors qui peut s'appliquer pour la maintenance, mais qui peut s'appliquer aussi pour les énergies, pour la qualité, la traçabilité. Donc je ne vais pas revenir sur ces détails-là, mais c'est une possibilité d'enrichir nos solutions avec ce pavé ou ce module prévisionnel.
Ensuite, pour faire simple et pour résumer, on a la communication avec les étages supérieurs et donc le monde des ERP ou d'autres outils de traitement comme de la GMAO, comme on va le voir avec nos partenaires de tout à l'heure. Donc, on est vraiment chez IFM, mais c'est chez beaucoup de monde, on est passé vraiment du composant à la solution. Et là, on a vraiment l'architecture ce qu'on appelle une plateforme IoT, où on collecte l'information, on la traite, on la présente, et on peut l'échanger avec d'autres outils spécialisés. Alors, très rapidement, parce que finalement, je ne sais même pas combien de temps il me reste, 5 minutes. Très rapidement, quelques architectures pour vous présenter un petit peu comment cela se retrouve dans le monde industriel. Jusque-là, on a vu des slides. Plus concrètement, donc, on a nos capteurs qui sont ici, connectés à nos concentrateurs, à IO-Link. Ici, on a des accéléromètres connectés à nos boîtiers d'analyse vibratoire. Et tout ça est relié sur un réseau industriel pour échanger à la fois avec les automates et à la fois avec un serveur informatique, donc, et qui héberge notre application Smart Observer. Donc, l'accès ensuite à ces données est fait de manière très, très ouverte et très simple, puisqu'il suffit d'avoir un simple navigateur web pour consulter et exploiter ces données. Donc ça veut dire qu'on a toute la mobilité pour pouvoir, exploiter et visualiser ces informations. Donc on peut le faire depuis un PC, depuis une tablette, en local, à distance. Tout est une question de réseau. Alors ça, c'était le monde industriel où on pouvait mettre le serveur, où on peut mettre le serveur dans le monde industriel, mais en réalité, le monde est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on a bien une séparation franche entre le monde industriel, le monde OT, et le monde informatique et le monde IT. Donc en général, ce sont deux réseaux séparés, mais qui communiquent entre eux, évidemment, puisque les informations ont besoin de s'échanger d'un monde à l'autre. Donc on peut très bien déporter le serveur dans le monde IT, tout en restant dans l'usine, voire de le déporter carrément dans un cloud, en ayant des usines qui sont schématisées ici, présentes sur différents sites, qui toutes communiquent. Alors là, on est dans le monde de l'informatique et du réseau. On va communiquer via des routeurs, alors ils peuvent être cellulaires ou pas, de manière sécurisée, avec une technologie VPN. Mais le principe est de pouvoir remonter toutes ces informations sur un serveur centralisé qui, lui, va être accessible toujours avec les technologies web et donc avec un accès HTTPS pour sécuriser. Donc tout ça est très standard, mais il faut quand même franchir le pas, et c'est ce qu'on est en train de faire avec beaucoup de nos clients qui découvrent ces technologies. Donc, les enjeux de la maintenance. On a beaucoup parlé donc, de maintenance préventive, de maintenance prévisionnelle. Donc, le but, c'est de prévoir. Donc ça nécessite aujourd'hui, on ne l'a pas encore vu, mais je pense que d'autres le présenteront, de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire ce fameux prévisionnel. Mais avant de faire ça, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut analyser. Et pour analyser, il faut instrumenter. Donc il faut bien reprendre le problème dans le bon sens. On commence par instrumenter, puis analyser, comprendre et prévoir. Donc c'est ce que l'on propose avec nos solutions, en partant évidemment du capteur. Alors, la maintenance conditionnelle, résumée encore d'une autre façon, on a les machines, on veut suivre en continu l'état de ces machines, donc on l'instrumente de capteurs ou d'analyse vibratoire. Ces informations ensuite se remontent sur des collecteurs, dont l'idée, c'est de pouvoir avoir une grande souplesse dans l'utilisation de ces connecteurs et dans la capacité à récupérer des informations de diverses sources. Une fois qu'on a ces données, on les remonte à l'étage supérieur pour pouvoir faire de l'analyse et de la surveillance en continu. C'est le principe même de la maintenance préventive conditionnelle, pour pouvoir faire une analyse simplifiée et un diagnostic rapide. Et là, on voit qu'on s'adresse finalement à deux types d'utilisateurs différents. D'un côté, les opérateurs et de l'autre, les experts. Donc on va détailler juste après sur ce schéma les différentes attentes, les différents besoins liés à ces deux types d'opérateurs.
Alors ce ne sont que des exemples, mais pour un opérateur, typiquement, on peut avoir le cas où avant de prendre son poste, il a besoin de vérifier tout un certain nombre d'informations avant de démarrer. Donc ça peut lui prendre un certain temps, et multiplié par le nombre de changements de poste et par le nombre de jours dans une année, ça fait tout de suite un nombre d'heures très important. Donc si on peut gagner du temps là-dessus en ayant une vue synthétique de l'ensemble des informations qu'il avait l'habitude de vérifier, eh bien, on gagne un temps précieux. Donc là, c'est juste un niveau d'information sur l'état de sa machine. Maintenant, au niveau expert, on a besoin d'aller plus loin et on a besoin, lorsqu'on a un défaut, lorsqu'on a un seuil qui est dépassé, qui nous indique qu'il y a justement une action à mener, on a besoin d'analyser ces données et donc on le fait très simplement avec nos logiciels puisqu'on a enregistrer toutes les informations au fil du temps et donc on peut avoir accès à l'historique de ces informations. L'expert va lui aussi fixer ces fameux seuils qui vont déclencher une intervention. Donc c'est encore l'expérience humaine aujourd'hui qui va être mise dans ce logiciel pour déclencher ces différents seuils. Et puis, de manière ponctuelle, un expert peut avoir besoin de surveiller un équipement en particulier. Donc, de manière très très simple également, on lui permet de faire ces différentes vues pour représenter un ensemble d'informations qui lui semble pertinent et intéressant de suivre. Donc, grâce à nos solutions, on a rendu complètement autonome le personnel de maintenance pour pouvoir faire son travail sans avoir besoin de demander l'expertise et la compétence des automaticiens pour aller chercher une information qui vient d'un capteur, la remonter dans un automate et puis ensuite la remonter dans un système de supervision. Là, l'expert en maintenance est complètement autonome avec nos solutions pour pouvoir récupérer, analyser et visualiser ces informations. Pour continuer sur les différents étages de notre logiciel, sur la partie, une fois qu'on récupère les informations et qu'on les traite, on peut également, comme je l'ai expliqué précédemment, les faire évoluer vers un autre système, un système de RP, un système de GMAO, et ici avec l'interface que l'on a fait qui s'appelle SFI, avec SAP, on remonte l'alarme directement dans SAP et ensuite c'est le module plante maintenance de SAP qui fait son travail, qui va détecter le type de défaut. Une fois que le défaut est identifié, il va pouvoir déterminer s'il est nécessaire de changer des pièces. Dans ce cas-là, il regarde s'il les a en stock. S'il ne les a pas, il peut les commander. Il va définir l'ordre d'intervention en fonction de la planification des machines. Et tout ça se fait dans SAP. Et une fois que l'intervention est opérée, le résultat est renvoyé dans notre logiciel Smart Observer pour acquitter l'alarme et pouvoir continuer de manière habituelle à surveiller son système. Donc très rapidement ici, quelques vues du Smart Observer. On peut avoir une vue globale avec différents sites. Ensuite, on descend sur un site, on arrive sur les machines. Sur chaque machine, on descend jusqu'au détail des informations pour ensuite pouvoir visualiser de manière précise les différentes données. Mais encore une fois, je vous inviterai à venir nous voir juste à l'extérieur pour vous présenter ça plus en détail. Et ensuite, pouvoir traiter les alarmes, analyser les informations et améliorer son processus en continu. Juste un dernier slide pour finir. C'est un exemple d'instrumentation que l'on a fait avec notre logiciel dans le monde de l'agroalimentaire. Donc, c'est la prévention de corps étrangers dans les systèmes de dosage à vis sans fin. Alors, c'est ce type de machines-là qui ont une vis pour pouvoir pousser des produits et en général les conditionner ensuite dans différents paquets ou autres. Donc le principe de ce système, c'est de détecter un contact physique anormal entre la vis, puisqu'elle est tenue que par son système d'entraînement, avec le tube de remplissage ou la trémie. Parce que s'il y a des particules qui sont générées, évidemment, on va contaminer le produit et on va être obligé de jeter tout le produit. Donc, ce système a été mis au point, a même été breveté. Donc, on met des accéléromètres ici qui vont permettre
de détecter dès qu'il va y avoir un contact trop important entre la vis et son conduit pour pouvoir éviter les pertes de production, parce qu'en général, ça leur générait énormément de pertes parce qu'ils jetaient non seulement le lot qui était en train de... Enfin, ils ne voyaient pas le système le problème tout de suite, et donc ils étaient obligés de jeter énormément de l'eau. Là, on le détecte immédiatement, donc finalement, ils réduisent fortement la quantité de matière qui est mise au rebut, puisque on n'a que le lot concerné qui est en train d'être empaqueté, qui va être mis au rebut. Donc moins de pertes, et on assure du coup la qualité du produit avec ces solutions-là. Et enfin, on détecte également les défaillances des roulements pour empêcher la contamination du produit. Donc ce système est un exemple parmi tant d'autres de ce que l'on peut faire avec de l'instrumentation, de la surveillance en continu pour différents besoins. Voilà, j'ai fait le plus vite possible. J'espère que j'ai été compréhensible. Si vous avez des questions. Merci. Des questions? Oui. Alors, moi j'ai une question qui va concerner les deux interventions. Dans le contexte des capteurs IO-Link dont vous parliez au départ, et par rapport aux différents logiciels de gestion des données, je me demandais par rapport à la modification d'un capteur dans le cadre de la maintenance pure, un opérateur qui vient et qui doit changer un capteur échange standard, comment ça fonctionne? Est-ce que les capteurs IO-Link c'est du plug and play, ou est-ce qu'il y a un adressage à faire par derrière au niveau du service maintenance automatisme, etc. Alors, si on a un capteur qui est IO-Link, mais qui n'a pas d'interface communicante dans le circuit, le capteur il va reprendre sa fonction, on va dire, traditionnelle. Aujourd'hui, les capteurs que l'on propose, ils sont à la fois IO-Link, mais à la fois traditionnels. Donc, s'il n'y a pas eu d'interface qui a été mise au départ, on n'aura pas de fonctionnalité IO-Link possible. Il faut vraiment pouvoir mettre un bloc communicant en interface, donc ou une carte d'entrée-sortie native IO-Link, ou un bloc communicant, et faire en sorte de changer le bloc d'entrée-sortie qu'il y avait à l'origine. Sinon, on ne pourra pas utiliser les fonctions numériques sans bloc communicant. C'était justement ça par rapport aux différents liens qu'il y a avec SAP par exemple. Si on a de la supervision ou du contrôle commande, une fois qu'on change le matériel, est-ce que ça se reprogramme automatiquement sur les étages supérieurs, SAP, etc. Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une manipulation qui soit faite par un opérateur sur les différents logiciels, etc. pour reprogrammer la remontée d'informations? Non, il n'y a absolument rien à reprogrammer. Hein. Le système reconnaît automatiquement le capteur. Donc les boîtiers là, qu'on appelle des master IO-Link, il va même recharger la configuration et le paramétrage dans le capteur. Et du coup, toute la chaîne ensuite récupère l'information sans aucune modification, sans aucun paramétrage. C'est automatique. C'est donc géré par l'adresse MAC. Pas par l'adresse MAC, mais c'est géré en automatique. Oui, parce que ça, c'est le problème des capteurs sans fil. Hein. C'est lorsqu'on en remplace un, il faut être conscient qu'il y a une adresse MAC, il y a l'adresse IP, et qu'il faut peut-être reprogrammer. Là, en termes d'adresse, justement, on ne change rien. Donc, on identifie le capteur et on reconnaît sa gamme, même sa référence elle-même. Et donc, on lui recharge son paramétrage. Ça, c'est le côté, je veux dire, pratique système. Et ensuite, d'un point de vue informatique, le capteur, c'est le même qui est au même endroit, sur le même réseau, sur le même port. Donc, il n'y a aucun changement de ce point de vue-là. En fait, chaque capteur a un identifiant bien précis qui est repéré par le système d'automatisme. Donc, on sait quel capteur a été mis à l'autre bout de la chaîne. Donc, on sait le reconnaître. Oui, en fait, ma question, elle était un peu dans le même esprit. Admettons que vous avez un capteur avec des seuils mini-max. Le maintenancier, il va le remplacer. Ces données-là, donc, si j'ai bien compris, elles redescendent vers le capteur, donc il est configuré en automatique. Ces données, comment elles sont gérées, comment elles sont maîtrisées et à quel niveau on les stocke?
Parce qu'actuellement, en fait, les opérateurs, comment ils font? Quand ils ont le capteur, ils le remplacent. Ils vont chercher la feuille de paramétrage ou de réglage, parce que voilà, c'est un capteur important. Ils vont dans le système documentaire pour trouver le document. Enfin voilà, je vous laisse voir le temps de recherche. Ah punaise, c'est pas la bonne version, c'est pas les bons paramètres parce que mon collègue est passé par là. Enfin bref, comment c'est maîtrisé et où c'est stocké, quoi. Alors c'est très simple, tous ces paramètres liés au capteur sont enregistrés, vu qu'on est en numérique, ils sont enregistrés dans le capteur et ils sont aussi enregistrés dans le master, donc le connecteur Orange. Donc lorsque l'on change un capteur, le master reconnaît le capteur et lui recharge ses informations, donc automatiquement. Maintenant, si c'est le master qui est changé, je vous voyais venir avec la question, normale, tout à fait logique. Ce sont les capteurs qui rechargent, qui réenregistrent finalement leur configuration dans le master. Donc elles sont stockées à 2 endroits pour que ça puisse être changé de manière très standard. D'accord. Et si maintenant il y a une modification qui est réalisée, est-ce qu'on a un registre qui enregistre en fait les modifications? Par exemple, du seuil A, je suis passé à un seuil B lundi à 6h du matin. Est-ce que je peux retrouver un historique dans le master ou c'est que des valeurs? Au niveau du master, l'information, on n'enregistre pas l'information, enfin l'historique des informations. Par contre, avec le système de monitoring Smart Observer que je vous ai montré précédemment, là, on enregistre effectivement ces changements de paramètres. Et là, les données remontent jusqu'où? Ensuite, au niveau du master, je pense. Au niveau du master, ensuite, elles peuvent être remontées, comme je l'ai dit, avec la voie Y, soit dans le monde de l'automatisme, soit dans le monde de l'informatique avec notre plateforme logicielle et le Smart Observer. Donc le Smart Observer, lui, va stocker cette information en base de données. Donc on va pouvoir retrouver à quel moment on a changé le capteur et à quel moment on a changé peut-être simplement les seuils de déclenchement. Merci. Ça soulève réellement le problème aujourd'hui avec les IoT, donc l'Internet des objets, pour moi. Il n'existe pas de norme numérique. Alors, vous en avez une dans votre consortium, mais eux, dans leur consortium, ils en ont une autre. Ce qui fait que de consortium à consortium, on ne peut pas se parler. Chacun parle sa langue. Je rappelle quand même l'importance, quand Hubble a été envoyé et qu'il était à moitié aveugle, c'était un problème de système de mesure. La sonde de Mars qui devait être en orbite s'est violemment écrasée sur Mars parce qu'on a confondu miles et kilomètres. Donc à un moment, je pense qu'il va falloir se mettre autour d'une table et définir une norme numérique parce que sinon, c'est exactement les problèmes qu'on risque de rencontrer. Je fais une parenthèse, les PDF sont disponibles déjà sur le site. Donc ma deuxième remarque, mis à part cette histoire de norme numérique, donc on est d'accord, vous êtes dans votre consortium, vous avez défini on va dire un langage de discussion, mais avec les voisins, ce n'est pas du tout le cas. Ensuite, est-ce que vous avez des capteurs sans fil? Non. Parce que là aussi, on voit des choses assez étranges. La question que j'avais posée, mais quelle est l'autonomie du capteur sans fil? Alors on me dit, ça dépend comment vous le sollicitez. Moi, je réponds, si j'ai un capteur sans fil, j'ai envie de le solliciter. Mais si je le sollicite, la batterie va... Alors, il y en a qui ont trouvé des solutions. Le capteur va être rechargé par les vibrations. Ah, parfait pour un capteur de vibration. Donc, plus ma machine vibre, meilleur sera l'état de ma batterie. Enfin bon, des fois, à un moment... Bon. Alors, la maintenance conditionnelle, le prédicat, est ce qu'il faut vérifier à la base, souvent beaucoup de gens l'oublient, il faut une dégradation progressive et détectable. Sinon, on oublie. Ça ne marche pas. La prédiction, tout ce que vous voulez, rien ne fonctionnera en maintenance conditionnelle si la dégradation n'est pas progressive et détectable. Ensuite, il faut trouver le paramètre corrélé, parce qu'on ne peut pas toujours aller jusqu'au roulement pour surveiller la vibration. L'exemple que je donne à mes étudiants, c'est la surveillance de la courroie de l'ascenseur. Ce n'est pas toujours accessible. Si on arrive à montrer, grâce à un test statistique, qu'il y a une corrélation entre l'usure de la courroie et le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent, c'est quand même beaucoup plus pratique de vérifier le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent. Ensuite, j'ai bien aimé votre approche profil parce que souvent, on mélange suivi vibratoire pour la maintenance et expertise vibratoire. Je suis désolé, ce n'est pas les mêmes équipements, c'est pas la même formation, c'est pas les mêmes métiers. Et donc, beaucoup de gens vont prendre des solutions de suivi vibratoire pour la maintenance et vont vouloir faire des expertises et on va dire au final, ah ben non, les vibrations, ça marche pas. Et ces différentes techniques de maintenance conditionnelle ne sont pas exclusives les unes des autres. C'est comme quand on va chez le médecin, on a différents styles de mesure. Là, c'est pareil, il y a les ultrasons, il y a la thermographie infrarouge.
Mais à un moment, ce sont des appareils de mesure, donc il faut savoir ce qu'on fait. Et souvent, le côté presse-bouton, ça ne marche pas bien. Et au final, on va dire, bah non, leur solution, ça ne marche pas. Parce que, effectivement, pour faire de la maintenance prévisionnelle, connecté avec SAP, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé SAP, bon, c'est presque de la science-fiction, mais vous dites que ça existe et que les gens utilisent, vont dans SAP pour regarder l'état de... Bon, c'est très bien. Moi, je veux bien. Il y a des ex-utilisateurs d'SAP. Là aussi, il y a un gros progrès à faire au niveau des... Oui, voilà. Je suis d'accord. Dans le micro. D'autres questions? Parce qu'on a pris un peu de retard. Alors ça tombe très bien parce que la conférence qui suit va dans le même sens. Cet après-midi, on va titiller un peu les gens de la GMAO. Hein. Bon, voilà. Parce qu'il existe des... Est-ce que vous avez une GMAO? Oui. Est-ce que vous en faites quelque chose? On a une GMAO. Non, mais est-ce que vous en faites un retour d'expérience? On a une GMAO. Bon, voilà. Il y en a qui sont en train de la mettre en place, je regarde, parce que il y en a beaucoup qui galèrent avec ces histoires. Et cet après-midi, vous verrez, bon, je ne dévoile pas plus. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions, donc vous avez vu qu'il y avait le matériel en démonstration. Hein, en maintenance, nous, on aime bien toucher, hein, donc c'est quand même beaucoup mieux que juste la présentation. Donc n'hésitez pas. De toute façon, on va essayer de rattraper notre retard. Julien... tu te débrouilles, c'est tes collègues, hein, vous êtes partenaires. Merci beaucoup.